J'étais en territoire ennemi quand ma mère a appelé. Le nouvel homme de ta femme vient de mettre la tête de ta fille dans la cheminée. Je l'ai entendu sangloter, il a dit qu'il finirait le travail ce soir. Mon commandant est intervenu, prépare ton équipement. L'hélico est prêt. Je ne rentrais pas à la maison pour discuter. Je rentrais à la maison pour une vengeance brutale. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez dans le monde. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, l'appel de l'enfer. Le téléphone satellite grésilla et s'anima dans les montagnes afghanes, fendant le silence de l'aube comme une lame. Le sergent-chef Cameron Stafford était éveillé depuis 36 heures d'affilée, menant des missions de reconnaissance en territoire taliban. Ses mains burinées, balafrées par 15 ans de service militaire, saisirent l'appareil avec une efficacité coutumière. Stafford, répondit-il de sa voix rauque caractéristique. Cameron. La voix appartenait à sa mère, Marjorie Stafford, mais elle était parcourue d'un tremblement qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pas même lorsque son père était mort dans les mines de charbon 20 ans plus tôt. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Les yeux gris acier de Cameron se plissèrent alors qu'il s'éloignait de son escouade endormie. À 38 ans, il avait appris à lire le danger dans les plus petits détails, et la voix de sa mère le hurlait. Le nouvel homme de ta femme vient de mettre la tête de ta fille dans la cheminée. Les mots le frappèrent comme des éclats d'obus. Il a dit qu'il finirait le travail ce soir. Le monde de Cameron bascula. Helena n'avait que 12 ans, sa précieuse petite fille avec les cheveux sombres de sa mère, mais son propre esprit rebelle. L'image de son visage près des flammes fit défiler des scénarios violents dans son esprit entraîné au combat. Qu'est-ce que tu veux dire par nouvel homme? Sa voix tomba au murmure mortel que ces hommes reconnaissaient comme le signe que quelqu'un allait mourir. Les sanglots de Marjorie crépitèrent à travers la connexion. Christina, elle voit un certain Denny Church depuis des mois. Il a emménagé il y a 3 semaines, quand tu es parti en déploiement. Helena a essayé de l'empêcher de frapper Christina et... Un autre sanglot. Cameron, son visage est brûlé. Elle est à l'hôpital, mais ils l'ont rendue à la garde de Christina. Ce monstre est toujours dans ta maison. Cameron avait tué 37 hommes au combat. Il avait survécu aux engins explosifs improvisés, aux embuscades et à la torture. Mais rien ne l'avait préparé à la rage qui coulait maintenant dans ses veines comme de l'acier en fusion. Sa main écrasa si fort le téléphone que le plastique grinça. Où est Christina maintenant? À la maison, avec lui. Elle ne répond pas à mes appels. Helena est avec eux. Et je suis terrifié. Maman. La voix de Cameron trancha sa panique comme un ordre. Je rentre à la maison. Le contexte inonda son esprit alors qu'il terminait l'appel. Christina Proctor était la fille rebelle d'une famille riche lorsqu'ils s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt. Elle avait 19 ans, était belle et attirée par son danger comme un papillon de nuit par la flamme. Cameron sortait tout juste de sa formation de base, tout en musclé en arrogance, croyant que l'amour pouvait tout conquérir. Il s'était marié après une romance éclair de 6 mois, et Helena était arrivée 2 ans plus tard. Mais la vie militaire avait usé Christina. Les déploiements, la peur constante, la solitude. Elle était devenue amère et pleine de ressentiment. Cameron savait qu'elle s'éloignait, mais il avait attribué cela au stress de ses récentes missions d'opération spéciale. Il avait été si concentré sur le service de son pays qu'il n'avait pas vu son propre front intérieur s'effondrer. Denny Church. Le nom avait un goût de poison. Cameron le connaissait. Un mécanicien local avec une réputation de bagarre de bar et de violence conjugale. 10 ans de moins que Cameron, avec le genre de physique de beau gosse qui faisait croire aux femmes que les muscles signifiaient la sécurité. Cameron ne l'avait jamais aimé, mais il n'aurait jamais imaginé que cet homme oserait toucher sa famille. Son chef d'escouade, le lieutenant-colonel Anthony Gilmore, s'approcha dans l'obscurité. Gilmore était une montagne d'hommes avec des yeux bienveillants qui avaient vu trop de guerres. Stafford, on dirait que tu as vu un fantôme. La mâchoire de Cameron se contracta silencieusement un instant. Quand il parla, sa voix portait la fureur glaciale d'une tempête d'hiver. J'ai besoin d'une permission d'urgence, mon colonel. Crise familiale. Gilmore étudia son visage au clair de lune. En 15 ans de service, Cameron Stafford n'avait jamais demandé de permission, ne s'était jamais plaint, n'avait jamais montré de faiblesse. Il était le genre de soldat que les autres soldats voulaient être. Incassable, loyal et totalement fiable.
De quoi as-tu besoin? Un moyen de rentrer à la maison. Ce soir. Gilmore n'hésita pas, prépare ton équipement. L'hélico est prêt dans 20 minutes. Alors que Cameron rassemblait ses affaires, son esprit passait déjà en mode tactique. Ce n'était pas une mission de sauvetage. C'était la guerre. Et à la guerre, Cameron Stafford n'avait jamais perdu. Chapitre 2, Retour au pays. Le vol de l'Afghanistan au Colorado dura 18 heures avec les correspondances militaires. Cameron passa chaque minute à planifier. Il avait appelé sa mère 2 fois de plus pendant les escales. Chaque conversation peignait un tableau plus sombre. Christina avait rencontré Denny Church dans un bar local il y a 6 mois. Pendant que Cameron risquait sa vie dans les montagnes, elle jouait à la petite famille avec un homme qui avait un casier judiciaire pour mineurs scellé et une réputation de violence envers les femmes. Church avait systématiquement isolé Elena de ses amis, monté sa mère contre elle, et occupait maintenant la maison de Cameron comme une force conquérante. Elena avait subi des brûlures au second degré à la joue gauche lorsque Church lui avait enfoncé le visage dans la cheminée. Génial. La version officielle était un accident, mais Elena avait murmuré la vérité à sa grand-mère lors d'une brève visite à l'hôpital. Church avait bu, Christina avait essayé de partir, et Elena s'était interposée. Sa réponse fut de saisir la jeune fille de 12 ans par les cheveux et de lui montrer ce qui arrivait aux petites connes qui ne connaissent pas leur place. Les mains de Cameron se serrèrent en poing capables de briser du béton alors qu'il regardait par le hublot de l'avion. Il avait passé 15 ans à suivre des règles d'engagement, à protéger des civils, à se battre avec honneur. Mais l'honneur était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. L'avion atterrit à l'aéroport international de Denver à 23h47. Cameron récupéra son sac de sport et la mallette verrouillée contenant ses armes personnelles, des objets que l'armée autorisait discrètement les soldats des opérations spéciales à transporter. Il s'était forgé la réputation d'un homme qui résolvait les problèmes de manière permanente, et il aurait besoin de tous les outils à sa disposition. Marjorie le retrouva à l'aéroport, son apparence habituellement impeccable défaite par l'inquiétude. À 65 ans, elle était toujours la femme de mineur de charbon coriace qui avait élevé Cameron seul après la mort de son père. Mais ce soir, elle paraissait fragile. « Comment va-t-elle » demanda Cameron sans préambule alors qu'il marchait vers sa voiture. « Elle a peur, elle souffre. Elle demandait de tes nouvelles toutes les heures. » La voix de Marjorie se brisa. « Cameron, je ne l'ai jamais vue aussi petite. » Elle sursaute maintenant quand les hommes parlent trop fort. La rage dans la poitrine de Cameron se cristallisa en quelque chose de plus froid et d'infiniment plus dangereux. « Où sont-ils maintenant ? » ?»« Chez toi. Je suis passé en voiture il y a 1 heure. Le camion de Church est toujours là. » Elle fit une pause. « Cameron, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il croisa son regard dans la faible lumière du parking. « Ce qu'il faudra. » Le trajet jusqu'à sa maison dura 30 minutes à travers des rues de banlieue vides. Le quartier de Cameron était un lotissement pour militaires de classe moyenne, avec des pelouses bien entretenues, des drapeaux américains, le genre d'endroit où les gens s'occupaient de leurs affaires, mais veillaient sur les familles des autres. Sa maison se trouvait à un coin de rue, assez isolé pour l'intimité, mais suffisamment visible pour que les voisins remarquent une activité inhabituelle. Alors qu'il passait devant, Cameron analysa la situation tactique. Le pick-up rouge de Church dominait l'allée. Les lumières du salon étaient allumées, projetant des ombres à travers des rideaux que Cameron avait lui-même suspendus 5 ans auparavant. Sa fille était à l'intérieur de cette maison avec un homme qui avait déjà prouvé sa capacité à s'en prendre aux enfants. « Dépose-moi au bout de la rue » dit Cameron à voix basse. « Cameron. » Maman, sa voix portait l'autorité absolue d'un commandant sur le champ de bataille. « Rentre chez toi. Verrouille tes portes. Ne réponds pas au téléphone sauf si c'est moi. Ça se termine ce soir. » Marjorie regarda son fils, le regarda vraiment, et vit quelque chose qui la fit frissonner. Ce n'était pas le jeune homme idéaliste qui s'était enrôlé pour servir son pays. C'était une arme forgée par la guerre et la trahison en quelque chose de létal. Elle l'embrassa sur la joue et murmura, « Sois prudent. » Cameron sortit dans la nuit du Colorado, tous ses sens en alerte. Il avait passé des années à apprendre à se déplacer en territoire hostile, et son propre quartier était devenu exactement cela. En s'approchant de sa maison, à travers les ombres, il pouvait entendre des voix par une fenêtre ouverte, le ton sec de Christina, et la voix plus grave d'un homme répondant par un rire grossier. Sa maison, sa fille, sa vie,
tout cela contaminé par un homme qui pensait que la violence le rendait fort. Cameron Stafford était sur le point d'apprendre à Denny Church la différence entre une brute et un guerrier. Chapitre 3, Évaluation et infiltration. Cameron tourna autour de sa propre maison comme un prédateur étudiant sa proie. 15 ans d'opération spéciale lui avaient appris la patience. La différence entre une mission réussie et un soldat mort se mesurait souvent en minutes d'observation attentive. La maison était une demeure coloniale de 2 étages qu'il avait achetée avec ses économies militaires et sa fierté. Chaque planche, chaque clou, chaque mesure de sécurité était son œuvre. Il savait quelle latte de plancher craquait, quelle fenêtre était plus facile à ouvrir, où les lignes de mire étaient les meilleures. Church y vivait peut-être, mais c'était le territoire de Cameron. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir dans le salon. Christina était assise sur le canapé, toujours belle à 34 ans, mais portant un maquillage qui ne pouvait pas tout à fait cacher un bleu sur sa mâchoire. Elle était plus mince que dans son souvenir, avec l'air vide d'une femme vivant sous une tension constante. Denny Church dominait l'espace comme un animal conquérant marquant son territoire. À 28 ans, il n'était qu'arrogance et cruauté désinvolte, assis dans le fauteuil préféré de Cameron comme sur un trône. Des bouteilles de bière jonchaient la table basse, et les décorations militaires de Cameron avaient été retirées de la cheminée, remplacées par rien. Mais c'est l'absence d'Helena qui glaça le sang de Cameron. Sa fille aurait dû être visible de cet angle si elle était dans le salon. Soit elle se cachait à l'étage, soit... Helena, descends ici. La voix de Church traversa clairement la fenêtre. Le copain de ta maman veut te parler. Cameron regarda sa fille apparaître en haut des escaliers. Même de loin, il pouvait voir le bandage couvrant le côté gauche de son visage. Elle se déplaçait lentement, craintivement, comme un animal s'attendant à un autre coup. Helena, chérie, s'il te plaît, descends. La voix de Christina portait l'épuisement et la défaite. Denny veut juste s'excuser. La jeune fille de 12 ans descendit les escaliers avec une réticence visible. L'œil exercé de Cameron catalogua tout. La façon dont elle favorisait son côté gauche, la posture défensive, les regards rapides vers les issues de secours. Cette petite fille avait appris à se déplacer comme un vétéran du combat. Viens ici, ma puce. La voix de Church était écœurante de douceur. Tonton Denny veut s'assurer que nous sommes tous amis. Helena s'approcha à portée de bras mais pas plus près. Fille intelligente, elle a appris à évaluer la distance de frappe. Tu vois, voilà le truc, continua Church, et Cameron pouvait entendre l'alcool dans sa voix. Ton papa ne reviendra pas. C'est ma maison maintenant, et tu es ma petite fille, alors nous devons nous comprendre. La main de Cameron se déplaça instinctivement vers le couteau à sa ceinture. À travers la fenêtre, il regarda Church se pencher en avant dans le fauteuil. Son fauteuil. Si tu parles à quelqu'un de notre petit accident d'hier, la prochaine fois, ce ne sera pas juste ton visage. Tu me comprends? Helena hocha rapidement la tête et Cameron vit des larmes sur ses joues. Bonne fille. Maintenant, fais un câlin à tonton Denny. Denny, elle est blessée. Peut-être? Commença Christina. Peut-être que tu devrais la fermer et me laisser gérer ça, la voix de Church devint tranchante. Sauf si tu veux retourner chez tes parents et leur expliquer pourquoi ton mariage a échoué. La dynamique devint claire pour Cameron à cet instant. Christina ne le trompait pas seulement. Elle était piégée, probablement aussi effrayée de Church qu'Helena. Mais la peur n'excusait pas ce qu'elle avait laissé arriver à leur fille. Alors qu'Helena s'approchait à contre-cœur de Church pour le câlin exigé, Cameron prit sa décision. Il en avait assez vu. Se déplaçant avec la précision silencieuse d'un raid nocturne, il s'approcha de la porte arrière. La clé de secours était toujours cachée sous la brique lâche où il l'avait laissée. Apparemment, Church n'était pas assez malin pour changer les serrures. Cameron la récupéra et, lentement, prudemment, déverrouilla la porte. La maison sentait mauvais. La bière, les cigarettes, et autre chose, l'odeur aigre de la peur. Church avait transformé sa maison en territoire ennemi, et Cameron était sur le point de la libérer. Il traversa la cuisine et le couloir, chaque pas calculé pour éviter les planches qui craquaient. De sa position, il pouvait voir dans le salon où Church forçait Helena à s'asseoir sur ses genoux pendant qu'il expliquait les nouvelles règles. « Ta maman et moi allons être très heureux, disait Church. Et tu vas nous aider à être heureux en étant une bonne petite fille. Plus d'appels à ta grand-mère avec des histoires. Plus de questions sur ton papa.
Il ne revient pas parce qu'il ne veut plus de toi. La petite voix d'Elena transperça Cameron comme une lame. Mon papa veut de moi. Il m'aime. La main de Church se referma sur son bras, et Cameron vit sa fille grimacer. Ton papa est un perdant qui se soucie plus de jouer aux soldats que de s'occuper de sa famille. S'il t'aimait vraiment, il serait là au lieu d'eux. Au lieu de quoi? La voix venait du couloir, calme et conversationnelle. La tête de Church se tourna brusquement et Christina eut un hoquet. Cameron Stafford entra dans son salon, telle la mort en personne. Il portait toujours sa tenue de combat et 15 ans de guerre avaient sculpté son visage en quelque chose qui faisait s'écarter les hommes forts. Ses yeux gris passèrent de Church à Christina puis à Elena avec l'évaluation clinique d'un tireur d'élite acquérant ses cibles. Papa, Elena essaya de se lever, mais l'emprise de Church sur son bras se resserra. Tiens, dit Church, sa voix chargée d'une fausse bravade. Regardez ce qui est revenu du désert. On ne t'attendait pas. Les yeux de Cameron se fixèrent sur la main qui agrippait le bras de sa fille. Lâche ma fille. En fait, je pense qu'on doit avoir une conversation pour savoir à qui elle appartient maintenant. Church tira Elena plus près de lui et elle gémit. Tu vois, sa maman et moi avons fait quelques changements par ici. Tu devrais peut-être parler à ton avocat avant de... Cameron bougea. 15 ans d'entraînement au combat comprimé en un seul mouvement fluide. Church se retrouva à plat sur le dos avec 80 kilos de soldats des forces spéciales sur sa poitrine et la lame d'un couteau pressé contre sa gorge, assez fort pour faire couler le sang. Papa, non. La voix d'Elena était terrifiée. Cameron leva les yeux vers sa fille sans bouger la lame. Ma puce, va dans ta chambre, maintenant. Cameron, s'il te plaît, commença Christina. Toi, sa voix la stoppa net. Ne bouge pas. Elena courut à l'étage et Cameron entendit la porte de sa chambre se fermer. C'est seulement alors qu'il baissa les yeux vers l'homme qui avait brûlé le visage de son enfant. Denny Church, dit-il d'un ton conversationnel. On doit parler. Les yeux de Church étaient écarquillés de terreur. De si près, Cameron pouvait sentir sa peur mêlée à l'alcool et à l'eau de Cologne bon marché. Tu fais une erreur, mec. Je vais appeler les flics. Je vais? Tu vas écouter. Le couteau s'enfonça plus profondément et la protestation de Church mourut. Tu as mis les mains sur ma fille. Tu as brûlé son visage. Tu as menacé de finir le travail. La voix de Cameron ne s'éleva jamais au-dessus d'un murmure. Tu comprends ce que ça fait de toi. Church essaya de parler mais ne put émettre qu'un son étranglé. Ça fait de toi un homme mort, continua Cameron. La seule question est de savoir combien de temps ça prendra et à quel point tu souffriras d'abord. Du canapé, Christina retrouva sa voix. Cameron, arrête. Tu ne peux pas simplement. Ne peux pas quoi? Il la regarda sans bouger de la poitrine de Church. Ne peux pas protéger ma fille? Ne peux pas défendre ma maison? Ne peux pas m'occuper de l'homme qui terrorise ma famille pendant que je sers mon pays? J'appelle la police. Christina attrapa son téléphone. Vas-y, la voix de Cameron était absolument calme. Appelle-les. Explique pourquoi il y a un homme dans ma maison qui a maltraité mon enfant. Explique pourquoi tu as laissé faire. Explique pourquoi tu as choisi cette ordure plutôt que la sécurité de ta propre fille. La main de Christina se figea sur le téléphone. Cameron baissa de nouveau les yeux sur Church. Voici ce qui va se passer. Tu vas te lever, sortir de ma maison, et ne jamais revenir. Tu vas quitter la ville ce soir, et ne plus jamais contacter ma femme ou ma fille. Parce que si je te revois, si j'entends que tu leur as parlé, si tu ne fais que passer en voiture dans cette rue. Le couteau s'enfonça davantage. Je te traquerai et je te montrerai ce que 15 ans de guerre apprennent à un homme sur la douleur. Church hocha la tête frénétiquement. Cameron se leva et recula, mais sa main resta sur le manche du couteau. Dehors. Church se releva en se dépêchant, du sang coulant de la coupure superficielle sur sa gorge. Il regarda Christina désespérément. Christina, tu ne peux pas le laisser. Elle ne me laisse rien faire du tout, interrompit Cameron. Elle choisit entre son mari et sa fille, ou l'homme qui brûle le visage des enfants. Il regarda sa femme. Choisis maintenant. Le silence s'étira comme un fil sur le point de se rompre. Puis Christina parla et ses mots brisèrent complètement le monde de Cameron. Denny, attends.
Elle se leva, se plaçant aux côtés de Church. Cameron, tu ne peux pas simplement revenir et t'attendre à ce que tout soit pareil. Nous avons tourné la page. Elena s'adaptera. C'est notre vie maintenant. Cameron fixa sa femme. La femme qu'il avait aimée pendant 15 ans, la mère de son enfant, et vit une étrangère. Tu le choisis lui. Je choisis la stabilité plutôt qu'un homme qui n'est jamais à la maison, qui se soucie plus de l'armée que de sa famille. Qui pense que la violence résout tout. Il a brûlé le visage de notre fille. C'était un accident. Putain. Le mot explosa de la bouche de Cameron avec une telle force que Christina et Church reculèrent tous les deux. Elle a dit à ma mère exactement ce qui s'est passé. Il lui a enfoncé le visage dans la cheminée et a menacé de finir le travail. Elena exagère. Dégagez. La voix de Cameron tomba à un zéro absolu. Tous les deux, sortez de ma maison. C'est aussi ma maison, dit Christina. J'ai des droits. Cameron regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit quelque chose qui transforma son cœur en pierre. Elle ne défendait pas seulement Church par peur ou confusion. Elle croyait sincèrement qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi un homme qui faisait du mal à leur enfant plutôt que le père qui avait passé 15 ans à subvenir à leurs besoins. Vous avez 1 heure, dit-il calmement. Emballez ce que vous voulez et partez. Elena reste avec moi. Jamais de la vie. Elena a 12 ans et des brûlures au visage causées par l'homme que tu défends. Quel juge penses-tu accorderait la garde à la mère qui a choisi son agresseur plutôt que la sécurité de son enfant? Le visage de Christina devint blanc alors que la réalité juridique la frappait. Church, enhardi par son soutien, fit un pas en avant. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Je vis ici maintenant. Cameron sourit et l'expression était terrifiante. Tu as raison. Laisse-moi corriger ça. Il sortit son téléphone et composa le 911. Oui, je voudrais signaler une violation de domicile. Un homme nommé Denny Church est entré par effraction chez moi et a agressé ma fille de 12 ans. Il est toujours là et je le retiens jusqu'à l'arrivée de la police. Les yeux de Church s'écarquillèrent. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. Ne peux pas quoi? Dire la vérité? Cameron le regarda avec une menace désinvolte. Tu veux appeler ton avocat depuis la prison et expliquer les marques de brûlure sur le visage d'un enfant? Tu veux ton nom dans le journal comme l'homme qui a maltraité la fille d'un soldat pendant qu'il était en déploiement. La couleur quitta le visage de Church alors qu'il réalisait le piège. Même si les accusations ne tenaient pas, la publicité le détruirait dans leur petite ville militaire. Cameron, s'il te plaît. La voix de Christina était maintenant désespérée. Ne fais pas ça. On peut trouver un arrangement. On aurait pu, dit Cameron sans la regarder. Avant que tu le choisisses lui plutôt qu'Elena, avant que tu le laisses blesser notre enfant, avant que tu décides qu'un homme qui menace les enfants valait plus que le père qui protège ce pays depuis 15 ans. Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. Tu as un choix à faire, Christina. Partir avec lui maintenant, ou rester et expliquer à la police pourquoi tu héberges un agresseur d'enfants. Mais dans tous les cas, Elena reste avec moi. Les sirènes se faisaient plus fortes. Church attrapa la main de Christina. Il faut qu'on parte, maintenant. Cameron regarda sa femme hésiter un moment angoissant. Puis elle attrapa son sac à main et suivit Church vers la porte. Alors qu'ils atteignaient le seuil, Cameron l'appela une dernière fois. Christina. Elle se retourna, une lueur d'espoir dans les yeux. Ce n'est pas fini, dit-il calmement. Tu l'as choisi lui plutôt que notre fille. Tu l'as laissé brûler son visage et tu l'as ensuite défendu. Je m'assurerai qu'Elena sache exactement qui est vraiment sa mère. L'espoir mourut dans ses yeux, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si elle avait attendu une excuse pour tout faire voler en éclats. La porte se referma derrière eux juste au moment où les voitures de police arrivaient dans l'allée. Cameron leva les yeux vers les escaliers où il pouvait voir Elena jeter un coup d'œil. Tout va bien, ma puce, appela-t-il doucement. Papa est à la maison. Mais même en le disant, Cameron savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Son mariage était terminé. Sa famille était détruite, et sa fille était traumatisée. Et Denny Church respirait encore. C'était un problème qu'il avait l'intention de résoudre. Chapitre 4. Alliés et renseignements. 3 jours après la confrontation, Cameron était assis dans le bureau de Wesley Webster,
le meilleur avocat en droit de la famille militaire du Colorado. Webster était un ancien officier du JAG spécialisé dans les affaires impliquant des soldats déployés et leurs familles. Les murs de son bureau étaient tapissés de décorations et de photos avec divers chefs militaires, mais son expression était sombre alors qu'il examinait les rapports de police. La bonne nouvelle, c'est que les services de protection de l'enfance ont interrogé Elena et ont documenté ses blessures, dit Webster, sa voix clinique. Les brûlures, les blessures de défense sur ses bras, le traumatisme psychologique, tout est consigné. Church a été arrêté pour maltraitance d'enfants, mais il a payé sa caution. La mâchoire de Cameron se crispa. Où est-il maintenant? C'est le problème. Lui et votre femme ont quitté la ville la nuit de votre retour. Le garant de la caution le recherche, mais il pourrait être n'importe où. Et Elena reste avec vous, au moins temporairement. Le tribunal ne placera pas un enfant avec le parent qui a choisi son agresseur plutôt que sa sécurité. Mais Cameron. Webster se pencha en avant. Christina peut encore se battre pour la garde. Si elle prétend qu'elle avait peur de Church, qu'elle l'a quitté maintenant, elle pourrait convaincre un juge qu'elle était aussi une victime. Cameron regarda par la fenêtre les montagnes au loin. Elle n'était pas une victime. Elle avait fait son choix. Le prouver au tribunal est différent de le savoir dans son cœur. Au cours de la semaine suivante, Cameron se lança dans 2 missions, s'occuper d'Elena et recueillir des renseignements sur Church et Christina. Sa fille voyait un thérapeute militaire spécialisé dans les traumatismes, travaillant lentement à surmonter la peur et la douleur. Les brûlures guériraient, mais les cicatrices émotionnelles prendraient plus de temps. Elena faisait des cauchemars toutes les nuits, se réveillant en hurlant pour son père. Pendant la journée, elle s'accrochait à Cameron comme à une bouée de sauvetage, craignant qu'il ne disparaisse à nouveau. Il avait pris une permission d'urgence pour être avec elle, mais son commandant lui avait clairement fait savoir que sa carrière militaire était en jeu s'il ne revenait pas bientôt. « J'ai peur qu'il revienne », murmura Elena une nuit alors que Cameron l'abordait. « Ils ne reviendront pas, promit-il. Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Mais si tu dois retourner en Afghanistan ?» Cameron regarda sa fille, sa petite fille courageuse et meurtrie, et prit une décision qui allait tout changer. « Je ne retourne pas là-bas, ma puce. Papa reste à la maison maintenant. » Le lendemain matin, Cameron appela son commandant et présenta sa démission de l'armée. 15 ans de service, une carrière distinguée, une pension, tout cela était secondaire par rapport à la sécurité de sa fille. Pendant ce temps, son enquête sur Church portait ses fruits. Cameron avait fait appel à des contacts du renseignement militaire, d'anciens soldats des forces spéciales travaillant maintenant dans la sécurité privée, et de vieux amis dans les forces de l'ordre. Le tableau qui se dessinait était pire qu'il ne l'avait imaginé. Denny Church n'était pas seulement un homme violent. C'était un prédateur qui n'avait cessé d'escalader depuis des années. Son casier judiciaire pour mineurs scellés comprenait des arrestations pour cruauté envers les animaux et agressions. Adulte, il avait été renvoyé de 3 emplois pour harcèlement et avait fait l'objet d'ordonnances restrictives de la part de 2 ex-petites amies. Il était exactement le genre d'homme qui ciblait les femmes vulnérables et leurs enfants. Mais c'est l'appel de Fernando Goodrich, un ancien opérateur de la Delta Force travaillant maintenant comme détective privé, qui donna à Cameron le levier dont il avait besoin. « Je les ai trouvés », dit Fernando au téléphone. « Church et ta femme sont à Reno, Nevada, vivant dans un motel bon marché et à court d'argent. Mais Cameron, il y a autre chose que tu dois savoir. » Cameron attendit. Church a été en contact avec un homme nommé Louis Ellison. Ellison gère des filles pour un propriétaire de casino, des jeunes filles, si tu vois ce que je veux dire. Le bruit court que Church lui doit de l'argent pour des dettes de jeu et cherche des moyens de le rembourser. L'implication frappa Cameron comme un coup physique. Elena. C'est mon analyse. Church est le genre de type qui vendrait sa propre mère si le prix était juste. Et une fille de 12 ans d'une famille de militaires. La voix de Fernando s'éteignit. Cameron sentit quelque chose de froid et de prédateur se dérouler dans sa poitrine. Church n'était pas seulement un agresseur. Il prévoyait de trafiquer sa fille. Fernando, j'ai besoin de tout ce que tu peux me trouver sur Louis Ellison. Adresse, routine, associé, faiblesse, tout. Cameron, qu'est-ce que tu prépares? La guerre. La phase suivante de l'enquête de Cameron le mena dans les recoins les plus sombres de son réseau. Jeremiah Carr, un ancien officier du renseignement militaire travaillant maintenant dans la cybersécurité, l'aida à accéder aux dossiers financiers,
aux communications et au schéma de voyage de Church. Ce qu'ils trouvèrent confirma les pires craintes de Cameron. Church avait planifié l'enlèvement d'Helena des semaines avant le retour de Cameron. Il avait fait des recherches sur les prix des jeunes filles dans divers réseaux de trafic, pris contact avec des acheteurs et même repéré des itinéraires du Colorado au Mexique. Christina soit ne savait pas, soit s'en fichait. Ses relevés téléphoniques montraient des disputes constantes avec Church à propos de l'argent et des tentatives de plus en plus désespérées de contacter ses riches parents. Mais c'est la découverte des polices d'assurance de Church qui donna à Cameron l'arme parfaite pour sa vengeance. « Regarde ça », dit Carr, montrant son écran d'ordinateur. « Church a souscrit une police d'assurance vie sur ta femme il y a 3 semaines. Christina l'a signé, mais je doute qu'elle ait lu les petits caractères. » Cameron étudia les documents. Qu'est-ce que je regarde? Un contrat de meurtre. Si quelque chose arrive à Christina, Church touche $200 000. Mais voici la partie magnifique. Il a utilisé de faux documents pour gonfler la valeur de ses actifs. La compagnie d'assurance ne sait pas qu'elle est fauchée. Le plan commença à se former dans l'esprit de Cameron comme une opération militaire. Church se croyait le prédateur, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait menacé l'enfant d'un soldat. Le téléphone de Cameron sonna. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro de sa mère. « Cameron, Helena te demande. Elle a fait un autre cauchemar. »« J'arrive tout de suite, maman. » Il regarda Carr, continue de creuser. « Je veux tout savoir sur le réseau de Church, ses dettes, ses peurs, tout. » Alors que Cameron rentrait chez lui pour réconforter sa fille, il avait déjà 3 longueurs d'avance sur ses ennemis. Church et Christina se croyaient en sécurité au Nevada, hors de sa portée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en fait piégés dans une cage de leur propre fabrication, et Cameron Stafford était sur le point de déclencher le piège. Chapitre 5, la mise en scène. 2 semaines plus tard, Cameron reçut l'appel qui l'attendait. Timothy Schroeder, un ancien expert en démolition des forces spéciales qui travaillait maintenant comme consultant en sécurité pour divers intérêts, avait trouvé l'ouverture parfaite. Church doit $60 000 à Louis Ellison, rapporta Schroeder. Jeux, cocaïne, et quelques autres habitudes coûteuses. L'équipe d'Ellison lui met la pression. Ils veulent leur argent d'ici la fin du mois, sinon ils lui feront la peau. Cameron absorba cette information en regardant Helena s'exercer au piano dans leur salon. Elle s'améliorait. Dormant la plupart des nuits maintenant, mais elle sursautait encore quand les hommes parlaient trop fort. Chaque jour qu'elle vivait dans la peur était une autre dette que Church devait. Et Christina. Elle essaie d'obtenir de l'argent de ses parents, mais ils lui ont coupé les vivres. Apparemment, ils ont découvert l'existence de Church et ont décidé que leur fille avait fait son choix. Elle travaille comme serveuse de cocktail dans un casino, mais c'est à peine assez pour le loyer. Parfait. La voix de Cameron était calme, mais ses yeux étaient froids comme l'acier en hiver. Voici ce que nous allons faire. Le plan que Cameron exposa était élégant dans sa simplicité et brutal dans son efficacité. Il détruirait Church et Christina tout en restant dans les limites de la dénégation plausible. Plus important encore, il garantirait qu'il ne pourrait plus jamais menacer Helena. La phase 1 impliquait Gérard Porter, un autre ancien soldat des opérations spéciales qui travaillait maintenant comme escroc spécialisé dans la fraude financière. Porter approcherait Church avec une opportunité de gagner de l'argent facile, une fausse transaction de drogue qui mettrait Church en dette envers des personnes extrêmement dangereuses. La phase 2 utiliserait le désespoir de Christina contre elle. Cameron demanda à Fernando Goodrich de se faire passer pour un détective privé travaillant pour ses parents, offrant de l'aider à échapper à Church en échange d'un témoignage sur ses abus envers Helena. Le témoignage serait réel. Cameron voulait chaque détail des crimes de Church enregistrés, mais l'évasion mènerait Christina directement dans le piège de Cameron. La phase 3 était la plus dangereuse. Cameron s'assurerait personnellement que Church fasse face aux conséquences de ses crimes. Des conséquences qui seraient permanentes et intraçables. C'est sombre, même pour nous, dit Schroeder après que Cameron eut fini d'expliquer. Tu es sûr de ça? Cameron regarda Helena, qui luttait avec un passage difficile. Sa main gauche tremblait encore légèrement à cause des lésions nerveuses causées par les brûlures. Il a blessé ma fille et menacé de finir le travail. Il prévoyait de la vendre à des trafiquants d'êtres humains. Je ne suis pas seulement sûr. J'ai hâte. L'opération commença 3 jours plus tard lorsque Porter approcha Church au bar d'un casino de Reno.
Porter était un maître pour lire ses cibles, et Church était exactement le genre d'homme arrogant et désespéré qui tombait dans les combines pour devenir riche rapidement. J'ai entendu dire que vous cherchiez du travail, dit Porter, se glissant sur le tabouret de bar à côté de Church. Church le toisa avec méfiance. Porter était habillé comme un homme d'affaires prospère. Costume cher, montre en or. Le genre de confiance qui vient avec l'argent. Ça dépend du travail. Un simple travail de coursier. Conduire un paquet d'ici à Los Angeles. Pas de question. 5 000 $ pour une journée de travail. Les yeux de Church s'illuminèrent. Quel genre de paquet? Le genre sur lequel on ne pose pas de questions. Dit Porter avec un regard significatif, mais il a beaucoup de valeur pour certaines personnes, et elle paie bien pour la discrétion. Au cours de l'heure suivante, Porter raconta une histoire de distribution de drogue à gros enjeux qui était pure fiction, mais qui sonnait authentique pour l'expérience criminelle limitée de Church. À la fin de la conversation, Church était convaincu d'avoir trouvé la solution à sa dette envers Ellison. « Quand est-ce qu'on fait ça » demanda Church. « Demain soir. » Mais voilà le truc. Cette organisation ne tolère pas l'échec. Vous prenez leur argent, vous livrez leurs produits, ou vous disparaissez définitivement. Church hocha la tête avec empressement, comptant déjà l'argent dans sa tête. Pendant ce temps, Fernando Goodrich approchait Christina au casino où elle travaillait. Il l'observait depuis des jours, notant son épuisement, sa peur croissante des sautes d'humeur de plus en plus violentes de Church, ses appels téléphoniques désespérés à ses amis et à sa famille pour mendier de l'argent. Christina Stafford? Goodrich l'approcha pendant sa pause. Elle leva les yeux de sa cigarette avec des yeux méfiants. Qui demande? Mon nom est Fernando Goodrich. Je suis un détective privé travaillant pour vos parents. La façade de Christina se fissura légèrement. Mes parents? Ils sont inquiets pour vous et leur petite fille. Ils m'ont engagé pour vous aider à échapper à votre situation actuelle en toute sécurité. Pendant un instant, l'espoir vacilla dans les yeux de Christina. Puis il s'éteignit alors que la réalité s'imposait. Ils m'ont renié. Ils ont dit beaucoup de choses sous le coup de la colère, mais Elena et leur petite fille et ils ont vu les photos de l'hôpital. Goodrich laissa cela faire son effet. Ils veulent vous aider à recommencer à zéro, loin de déni Church, mais ils ont besoin de quelque chose en retour. Quoi? La vérité. Tout ce qui est arrivé à Elena, tout ce que Church a fait. Ils veulent une déclaration complète qu'ils pourront utiliser pour s'assurer qu'ils ne s'approchent plus jamais de leur petite fille. Christina regarda autour d'elle dans le casino, les lumières clignotantes et les joueurs désespérés, la vie pour laquelle elle avait échangé sa famille. Que arriverait-il à Denny? Cela dépend de ce que vous me direz. Mais si vous êtes honnête sur ce qu'il a fait à Elena. Goodrich haussa les épaules. Eh bien, les abuseurs d'enfants ne s'en sortent pas bien en prison. L'appât était pris. Christina accepta de rencontrer Goodrich la nuit suivante pour faire sa déclaration. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans le piège de Cameron. De retour au Colorado, Cameron faisait ses propres préparatifs. Il avait confié Elena à sa mère avec une histoire de couverture de voyage d'affaires, s'assurant qu'elle serait en sécurité et protégée. Sa maison était vide maintenant, prête à servir de dernière étape à son plan. Elena le serra fort dans ses bras avant son départ. « Tu promets que tu reviendras. »« Je le promets, ma puce. Papa va s'assurer que les méchants ne pourront plus jamais te faire de mal. » Alors que Cameron se dirigeait vers l'aéroport, son téléphone vibra avec des mises à jour de son équipe. Church avait mordu à l'hameçon et se préparait pour la fausse livraison de drogue. Christina s'apprêtait à tout avouer sur les abus de Church. Et l'équipe de Louis Ellison se rapprochait de Church pour l'argent qu'il devait. Toutes les pièces étaient en mouvement. D'ici la fin de la semaine, Church et Christina feraient face aux conséquences de leur choix. Cameron avait passé 15 ans à apprendre à chasser les terroristes sur des terres étrangères. Maintenant, il ramenait ses compétences à la maison pour chasser les monstres qui avaient menacé son enfant. Et contrairement à ses ennemis, Cameron Stafford ne manquait jamais sa cible. Chapitre 6, le piège se referme. La fausse transaction de drogue se déroula exactement comme Cameron l'avait prévu. Church se rendit au point de rendez-vous désigné, un entrepôt à l'extérieur de Las Vegas, s'attendant à récupérer ses 5 000 $ et à résoudre ses problèmes de dette. Au lieu de cela, il se retrouva entouré par des hommes qui travaillaient pour Louis Ellison.
Porter avait informé l'équipe d'Ellison de l'emplacement de Church, prétendant que Church s'était vanté de voler de la drogue de leur opération. Lorsque Church arriva avec la valise vide de Porter, pensant qu'elle contenait pour $50 000 de cocaïne, les hommes d'Ellison attendaient. Denny Church, le chef des hommes de main, une montagne d'hommes nommés Terence Avery, sourit sans chaleur. Tu as été difficile à trouver. Church regarda les 4 hommes qui l'entouraient et réalisa qu'il était tombé dans un piège. Écoutez, il y a eu une erreur. Pas d'erreur. Tu dois $60 000 à notre patron et maintenant tu essaies de nous voler en plus. Avery désigna la valise vide. C'est insultant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On m'a dit que c'était un travail de coursier. Avery lui décocha un crochet du droit qui mit Church à genoux. Mauvaise réponse. Tu as 2 choix. Tu nous paies ce que tu nous dois plus 20 000 de plus pour le manque de respect, ou on commence à casser des trucs. Church cracha du sang et essaya de réfléchir. $80 000 auraient aussi bien pu être 8 millions. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors on prendra en nature. Le sourire d'Avery devint prédateur. J'ai entendu dire que tu avais accès à une jolie petite fille. Jeune, blonde, famille de militaires, ça vaut de l'argent pour les bons acheteurs. Le sang quitta le visage de Church alors qu'il réalisait qu'ils étaient au courant pour Helena. Comment avez-vous? Tu as posé des questions sur les prix pour les enfants. Les nouvelles vont vite. Avery releva Church. Voici l'accord. Tu nous livres la fille et on considérera ta dette effacée. Tu as 48 heures. Je ne peux pas. Elle n'est pas ici. Elle est avec son père. Alors tu ferais mieux de trouver comment l'éloigner de papa. La voix d'Avery était une mort désinvolte. Parce que si tu ne le fais pas, on commencera par ta copine et on montera jusqu'au parti que tu ne veux vraiment pas perdre. Alors que Church s'éloignait de l'entrepôt en titubant, saignant et terrifié, il n'avait aucune idée qu'il venait d'être manœuvré exactement là où Cameron le voulait. La dette était réelle, mais l'équipe d'Ellison avait été nourrie d'informations conçues pour les faire se focaliser sur Helena. Maintenant, Church était assez désespéré pour essayer n'importe quoi. Pendant ce temps, Christina était assise dans une chambre d'hôtel avec Fernando Goodrich, déballant tout sur sa relation avec Church. L'enregistreur numérique capta chaque détail. Comment Church l'avait systématiquement isolé de ses amis et de sa famille. Comment il était devenu de plus en plus violent. Et enfin, la nuit où il avait brûlé le visage d'Helena. Il l'a attrapée par les cheveux, dit Christina, les larmes coulant sur son visage. Elle essayait de me protéger. Et il lui a enfoncé le visage droit dans la cheminée. Génial. Et quand elle criait, il a dit que la prochaine fois, il la mettrait entièrement dedans. Goodrich garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il pensait à sa propre fille, en sécurité chez elle au Colorado. Qu'avez-vous fait? Rien. Le mot sortit comme un murmure brisé. J'avais tellement peur. Il a dit que si j'appelais à l'aide, il la tuerait. Nous tuerait toutes les deux. Alors, Je l'ai emmenée à l'hôpital et j'ai dit que c'était un accident. Et quand votre mari est rentré? Le visage de Christina se décomposa. J'ai choisi Denny. J'ai vraiment choisi l'homme qui a brûlé le visage de mon bébé plutôt que son père. Elle leva les yeux vers Goodrich avec des yeux vides. Quelle sorte de mère cela fait-il de moi? Le genre qui avait peur, dit Goodrich doucement. Mais aussi le genre qui est prêt à arranger les choses. Après 3 heures de témoignage, Goodrich avait suffisamment de preuves pour envoyer Church en prison pour des décennies. Mais le plan de Cameron était plus grand que la prison. Il y a encore une chose, dit Goodrich en rangeant l'enregistreur. Vos parents veulent que vous appeliez votre ex-mari. Excusez-vous auprès d'Helena. Essayez de commencer à vous racheter. Cameron ne me pardonnera jamais. Peut-être pas, mais Helena mérite d'entendre de la bouche de sa mère qu'elle est désolée. Christina hocha la tête et composa le numéro de Cameron avec des mains tremblantes. Cameron était assis dans une voiture de location devant l'hôtel lorsque son téléphone sonna. Il observait le bâtiment, se coordonnant avec son équipe, attendant ce moment. Christina, répondit-il sans émotion. Cameron, je peux parler à Helena. Helena dort. Elle fait des cauchemars, tu sais, à propos de l'homme que tu as choisi plutôt que son père. Christina sanglota dans le téléphone. Je suis désolé. Je suis tellement désolé.
Je viens de faire une déclaration à un détective privé. Tout ce que Denny lui a fait. Tout. Je veux qu'il paie. La voix de Cameron resta froide. Trop tard pour ça. S'il te plaît, Cameron. Je sais que je ne peux pas réparer ça, mais je veux essayer. Je veux la protéger maintenant. Où est Church? Il est parti ce matin. Il a dit qu'il avait des affaires à Las Vegas. Cameron, il a parlé d'Elena, de la récupérer. Je pense qu'il prépare quelque chose. Je sais exactement ce qu'il prépare. La voix de Cameron portait une promesse mortelle. Et je suis prêt pour lui. Church retourna à leur chambre de motel à 2 heures du matin, ivre et désespéré. Il trouva Christina en train de faire ses valises. Où diable tu crois que tu vas? Loin de toi. Christina ne leva pas les yeux de sa valise. J'ai appelé Cameron. Je lui ai dit tout ce que tu as fait à Elena. Church lui attrapa le bras et la fit pivoter. Tu as fait quoi? Je ne te protège plus. Tu es un monstre et j'ai été une idiote de penser. Church la gifla violemment, l'envoyant s'écraser contre la commode. Espèce de stupide salope. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Christina sentit le goût du sang et réalisa que c'était ainsi que cela se terminait, avec la vérité. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Eh bien, tu viens de signer l'arrêt de mort d'Elena. Church sortit son téléphone et lui montra un texto de l'équipe d'Ellison. Ces gens veulent une fille, et grâce à ta grande gueule, je vais la leur donner. Pour la première fois depuis qu'elle avait choisi Church plutôt que sa famille, Christina sentit une réelle clarté. Elle se jeta sur le téléphone de Church, désespérée d'effacer le message, d'annuler d'une manière ou d'une autre le danger qu'elle avait contribué à créer. Church attrapa son poignet et le tordit jusqu'à ce qu'elle entende les os craquer. Trop tard, bébé. Je retourne au Colorado demain, et j'emmène Elena avec moi. Tu pourras expliquer à son papa comment ta trahison a fait vendre sa petite fille au plus offrant. Alors que Christina s'effondrait sur le sol, berçant son poignet cassé, Church planifiait déjà l'enlèvement d'Elena. Il n'avait aucune idée que chaque mot de leur conversation était enregistré par l'équipement de surveillance que l'équipe de Cameron avait placé dans leur chambre. Il n'avait pas non plus la moindre idée que Cameron Stafford était déjà à Las Vegas, attendant sur le parking devant leur motel. La chasse était sur le point de commencer. Chapitre 7, la chasse finale. Depuis sa voiture de location, Cameron observa Church sortir en titubant de la chambre de motel à 3 heures du matin, se dirigeant vers son camion. Grâce au flux de surveillance de leur chambre, il avait tout entendu. Le plan de Church pour enlever Elena, le poignet cassé de Christina, les menaces contre la vie de sa fille. La rage dans la poitrine de Cameron s'était cristallisée en quelque chose de froid et de chirurgical. Il ne s'agissait plus de justice ou de vengeance. Il s'agissait d'éliminer une menace à l'existence de son enfant. Church conduisit jusqu'à un restaurant ouvert toute la nuit où il rencontra 2 hommes que Cameron reconnut comme faisant partie de l'équipe d'Ellison. Avec des jumelles, Cameron les regarda glisser un dossier sur la table, contenant probablement la photo d'Elena, son emploi du temps scolaire et d'autres renseignements que Church avait fournis. Cameron prit une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il sortit son téléphone et envoya un seul texto à Fernando Goodrich. Exécuter le protocole Phoenix. Le protocole Phoenix était leur code pour la phase finale de l'opération. La phase qui garantirait que Church et Christina ne pourraient plus jamais menacer Elena. C'était aussi la phase qui ferait de Cameron un tueur en dehors des limites sanctionnées de la guerre. 1 heure plus tard, le camion de Church tomba en panne sur un tronçon isolé de l'autoroute du Nevada. La panne mécanique n'était pas accidentelle. Schroeder avait suivi le véhicule et activé un dispositif à distance qui désactiva le moteur au moment précis. Quand Church appela une dépanneuse, la voix qui répondit était celle de Jeremiah Carr. Assistance routière AA. Nous pouvons avoir quelqu'un sur place dans environ 1 heure. 1 heure? Écoutez, c'est une urgence. C'est le mieux que nous puissions faire, monsieur. Le répartiteur dit que vous êtes dans une zone assez isolée. Church jura et raccrocha, ignorant qu'il venait d'organiser sa propre mort. Cameron arriva sur les lieux de la panne 30 minutes plus tard, au volant d'une dépanneuse volée. Il trouva Church assis sur le haillon du camion, fumant et parlant au téléphone de vol pour Denver. Dieu merci, dit Church en voyant Cameron arriver. Je pensais que vous m'aviez oublié. Cameron sortit de la dépanneuse, vêtu d'une combinaison et d'une casquette de baseball baissée.
Dans l'obscurité, Church ne pouvait pas voir clairement son visage. Jetons un coup d'œil à votre moteur, dit Cameron, se dirigeant vers l'avant du camion de Church. Church le suivit, parlant toujours. Je dois me rendre à Denver le plus vite possible. Il y a une situation avec ma belle-fille. Cameron se retourna et frappa Church du poing au plexus solaire, le pliant en deux. Alors que Church cherchait son souffle, Cameron l'attrapa par la gorge et le souleva du sol. Denny Church, dit Cameron doucement. Tu te souviens de moi. La reconnaissance inonda les yeux de Church juste avant que Cameron ne le jette au sol. Tu as brûlé le visage de ma fille, dit Cameron, tournant autour de Church comme un prédateur. Tu as menacé de finir le travail. Tu as prévu de la vendre à des trafiquants d'êtres humains. Chaque phrase était ponctuée d'un coup de pied dans les côtes de Church. Et tu pensais que tu pouvais t'enfuir et te cacher au Nevada. Church essaya de ramper, mais Cameron attrapa sa cheville et le ramena. S'il vous plaît, halta Church. Je disparaîtrai. Je ne m'approcherai plus jamais d'elle. Je le jure. Tu as raison. Dit Cameron, sortant le couteau qu'il avait tenu à la gorge de Church des semaines auparavant. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Ce qui se passa ensuite eut lieu dans l'obscurité du désert du Nevada. Seules les étoiles et un homme qui avait passé 15 ans à apprendre des moyens efficaces de mettre fin à des vies humaines en furent témoins. Quand Cameron repartit 1 heure plus tard, Denny Church avait tout simplement disparu. Une autre personne portait disparu dans un état où les gens disparaissaient régulièrement. Son corps ne serait jamais retrouvé, enterré profondément dans un puits de mine abandonné depuis des décennies. De retour au motel, Christina finissait de faire ses bagages lorsque Fernando Goodrich frappa à sa porte. Madame Stafford, j'ai des nouvelles concernant la situation de Church. Christina ouvrit la porte avec sa bonne main, son poignet cassé enveloppé dans une écharpe de fortune. Quel genre de nouvelles? Denny Church a disparu. Définitivement. Quelque chose dans le ton de Goodrich fit reculer Christina. Que voulez-vous dire par disparu? Je veux dire, il ne fera plus jamais de mal à votre fille. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Le visage de Christina devint blanc alors que l'implication la frappait. Cameron l'a tué. Cameron n'a jamais été ici, dit Goodrich calmement. Selon tous les dossiers officiels, il est au Colorado, s'occupant d'Elena. Vous, par contre, êtes la dernière personne à avoir été vue avec Church. Vous avez eu une dispute publique. Il vous a frappé, puis il a disparu. Vous allez me faire accuser de meurtre? Je vais vous donner un choix. Goodrich entra dans la pièce et ferma la porte. Premier choix, vous disparaissez aussi. Quittez le pays, changez de nom, et ne contactez plus jamais Elena ou Cameron. En échange, le corps de Church n'est jamais retrouvé, et vous êtes libre de recommencer ailleurs. Second choix, vous vous battez pour la garde d'Elena. Vous prétendez être une victime, que vous avez changé, que vous méritez une autre chance. Et en réponse, nous publions les enregistrements de surveillance où vous choisissez Church plutôt qu'Elena, le défendant après qu'il ait brûlé son visage et l'aidant à planifier son enlèvement. Christina s'assit sur le lit, le poids de ses choix l'écrasant finalement. Vous avez tout enregistré. Tout, y compris le plan de Church de vendre Elena à des trafiquants et le fait que vous le saviez. La voix de Goodrich était sans pitié. Quel jury pensez-vous donnera la garde à une mère qui a aidé à planifier le trafic sexuel de sa propre fille? Le silence s'étira entre eux comme une tombe. Il y a aussi la question de la police d'assurance vie que Church a souscrite sur vous, continua Goodrich. Celle avec les faux documents gonflant la valeur de vos actifs. La fraude à l'assurance est un crime fédéral. Christina leva les yeux, vides. Combien de temps ai-je pour décider? Le prochain vol pour le Mexique part dans 4 heures. Il y a un passeport et $10 000 dans cette enveloppe. Il la posa sur la commode. Après ça, le choix sera fait pour vous. Alors que Goodrich quittait la pièce, Christina fixa l'enveloppe qui représentait sa seule chance de liberté. Elle pensa à Elena, au visage brûlé de sa fille, à ses cauchemars, à son besoin désespéré de sécurité et d'amour. Pour la première fois depuis des mois, Christina fit un choix qui plaçait les besoins d'Elena avant les siens. Chapitre 8, le prix du sang. 3 heures plus tard, Cameron se tenait à l'aéroport de Denver, regardant les images de sécurité de Christina embarquant pour un vol vers Mexico. Elle voyageait sous une fausse identité, avec de faux documents, et allait disparaître dans une vie d'exil et de regret.
Son téléphone vibra avec un texto d'Elena. Mamie a fait des pancakes. Tu rentres à la maison aujourd'hui? Cameron répondit, j'arrive, ma puce. Pour toujours cette fois. Mais avant de pouvoir vraiment recommencer avec Elena, il restait une dernière affaire à régler. Louis Ellison et son équipe attendaient toujours que Church leur livre Elena. Quand Church ne se présenterait pas, ils commenceraient à chercher d'autres moyens de recouvrer leurs dettes. Cela ne pouvait pas être permis. Cameron se rendit dans une zone d'entrepôt à Aurora où Fernando avait organisé une réunion avec l'équipe d'Ellison. Il pensait rencontrer les associés de Church pour discuter du transfert d'Elena. Au lieu de cela, il marchait vers une exécution. Terence Avery et 3 autres hommes arrivèrent à l'entrepôt s'attendant à récupérer une fille de 12 ans. Ils trouvèrent Cameron Stafford attendant seul dans l'obscurité. « Où est Church » exigea Avery. « Denny Church est mort », dit simplement Cameron. La main d'Avery se dirigea vers son arme, mais Cameron fut plus rapide. 15 ans d'entraînement au combat comprimé en un seul mouvement fluide. Couteau tiré, lancé, et planté dans la gorge d'Avery avant qu'il ne puisse dégainer. Les 3 autres hommes tentèrent de réagir, mais c'étaient des criminels, pas des soldats. Cameron tuait des gens professionnellement depuis avant qu'ils n'apprennent à se raser. Quand le silence retomba sur l'entrepôt, 4 corps gisaient sur le sol en béton. Cameron fouilla méthodiquement chaque homme, récupérant téléphone, portefeuille et armes. En moins d'une heure, il avait identifié tout leur réseau et commencé à le démanteler. À l'aube, Louis Ellison était mort dans son Pantouse, ainsi que ses principaux lieutenants. Cameron avait utilisé leurs propres drogues pour simuler des overdoses, leurs propres armes pour créer des meurtres-suicides, leurs propres relations criminelles pour s'assurer que les autorités classeraient l'affaire comme une guerre de gangs. La menace pour Elena était éliminée à la source. Cameron rentra chez lui alors que le soleil se levait sur les montagnes du Colorado, se lavant le sang des mains dans les toilettes d'une station-service. Il avait tué 9 personnes en 12 heures. Mais Elena n'aurait jamais besoin de le savoir. Elle grandirait en croyant que son père était un héros qui avait servi son pays avec honneur. Elle ne saurait jamais qu'il l'avait aussi servi avec des méthodes qui n'avaient aucun honneur. Quand Cameron entra dans la maison de sa mère, Elena courut vers lui avec la joie sans borne d'une enfant qui avait eu peur que son parent ne rentre jamais. « Papa, tu es de retour !» Cameron serra sa fille fort dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. « Je ne repartirai plus jamais, ma puce. » Promis? Je le promets. Alors qu'Elena parlait de sa semaine avec sa grand-mère, lui montrant des dessins et des morceaux de piano qu'elle avait appris, Cameron fit des vœux silencieux. Il l'élèverait pour qu'elle soit forte, pour qu'elle choisisse de bonnes personnes, pour qu'elle n'accepte jamais les abus de personne. Il lui apprendrait à se défendre, à faire confiance à son instinct, à s'estimer trop pour se contenter des miettes d'affection de personnes brisées. Et il ne lui ferait jamais savoir ce qu'il était devenu pour la garder en sécurité. Chapitre 9, le nouveau départ. 6 mois plus tard, Cameron se tenait dans le jardin de leur nouvelle maison, regardant Elena jouer avec leur chien, un berger allemand qu'il avait nommé Ranger. Ils avaient déménagé dans une plus petite ville où Elena pouvait prendre un nouveau départ, où personne ne connaissait les brûlures sur son visage ni la mère qui l'avait abandonnée. Elena s'épanouissait. Les cauchemars avaient cessé, ses notes étaient excellentes, et elle s'était fait des amis avec des enfants dont les parents avaient un passé militaire. Elle apprenait à jouer de la guitare, suivait des cours d'arts martiaux, et devenait lentement la jeune fille confiante qu'elle était censée être. Cameron avait trouvé du travail comme consultant en sécurité, utilisant ses compétences militaires de manière à le garder près de la maison. Sa réputation dans certains cercles lui assurait un flux constant de clients qui avaient besoin de problèmes résolus discrètement et de manière permanente. Il construisait une vie confortable pour Elena tout en maintenant des compétences qui pourraient être à nouveau nécessaires. « Papa, regarde ça !» cria Elena en lui montrant une nouvelle technique de guitare que son professeur lui avait apprise. Cameron applaudit sincèrement. « C'est magnifique, ma chérie. Je veux jouer pour maman quand elle reviendra. » L'expression de Cameron ne changea pas, mais son cœur se serra. Elena posait encore des questions sur Christina parfois, espérant toujours que sa mère reviendrait avec des explications et des excuses. Cameron lui avait dit que maman était malade et devait partir pour aller mieux, que cela pourrait prendre beaucoup de temps avant qu'elle ne puisse rentrer. Il ne dirait jamais à Elena que Christina avait choisi son agresseur plutôt que son propre enfant. Il n'expliquerait jamais que certaines trahisons étaient impardonnables. Elena grandirait en croyant que sa mère l'aimait, mais qu'elle était troublée.
Pas qu'elle avait été abandonnée par une femme qui accordait plus de valeur à un homme violent qu'à la sécurité de sa fille. Cette nuit-là, après qu'Elena se soit couchée, Cameron s'assit sur son porche et examina les rapports de sécurité de son équipe. Christina vivait dans une petite ville au Mexique, travaillant comme professeur d'anglais, se noyant lentement dans la culpabilité et la tequila. Elle ne fit aucune tentative pour contacter Elena ou retourner aux États-Unis. La disparition de Church avait été classée comme un suicide probable. Les joueurs désespérés disparaissaient souvent lorsque leur dette devenait ingérable. L'équipe d'Ellison avait été accusée de son meurtre, et leurs morts ultérieures furent attribuées à des trafiquants de drogue rivaux. Aucun lien n'avait été établi avec Cameron ou Elena. La version officielle était qu'un homme perturbé avait menacé la famille d'un soldat, puis s'était enfui lorsqu'il avait été confronté. La justice avait été rendue par les voies légales, et tout le monde avait tourné la page. La vérité était que Cameron Stafford était devenu quelque chose de plus sombre qu'un soldat, mais de plus protecteur qu'un père. Il avait franchi des lignes qui ne pourraient jamais être effacées. Mais Elena était en sécurité, heureuse et libre de devenir qui elle voulait. Un an plus tard, Elena posa la question que Cameron redoutait. « Papa, est-ce que maman va un jour rentrer à la maison ?» Ils étaient assis à la table de la cuisine, travaillant sur ses devoirs de mathématiques. Elena avait 13 ans maintenant, plus grande et plus mature, mais toujours sa petite fille. Cameron regarda dans des yeux qui portaient sa propre détermination d'acier gris et fit un choix. « Non, ma chérie. Maman a pris de très mauvaises décisions et elle ne peut pas revenir. » Elena absorba cela avec la gravité d'une enfant qui avait déjà appris que les adultes pouvaient être dangereux. Est-ce qu'elle a choisi le méchant homme plutôt que nous? Le cœur de Cameron se brisa devant la perspicacité de sa fille. Oui, ma chérie, c'est ce qu'elle a fait. Elena hocha lentement la tête. Alors on est mieux sans elle. Tu n'es pas obligé de penser ça. Si. La voix d'Elena portait une finalité qui rappelait à Cameron la sienne. Elle l'a laissé me faire du mal et l'a choisi quand même. Ce n'est pas ce que font les mères. Cameron attira Elena dans ses bras, s'émerveillant de sa force et de sa sagesse. Elle allait être extraordinaire. Non pas à cause de ce qu'elle avait survécu, mais à cause de ce qu'elle avait appris en y survivant. Je t'aime, Elena. Je t'aime aussi, papa. Merci d'être rentré à la maison. Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, Cameron réfléchit au prix qu'il avait payé et aux dettes qu'il avait collectées. Il avait perdu son mariage, sa carrière militaire et des parties de son âme. Mais Elena était en sécurité, forte et libre. Denny Church était mort et pourrissait dans une tombe du désert. Christina était en exil, payant ses choix par l'isolement et le regret. Les hommes qui avaient menacé de trafiquer sa fille avaient été éliminés avec une précision chirurgicale. Cameron Stafford était revenu de la guerre pour trouver la guerre dans sa propre maison. Il l'avait combattu avec la même efficacité létale qu'il avait apportée en Afghanistan, et il avait complètement gagné. Le coup avait été tout ce qu'il était autrefois. La récompense était tout ce qu'Elena pouvait devenir. Et dans l'arithmétique de l'amour d'un père, c'était un marché qui le referait 1000 fois. Le rire d'Elena flotta dans la maison alors qu'elle jouait avec Ranger dans le jardin, et Cameron sourit. Sa fille était à la maison, en sécurité et heureuse. La guerre était finie. Il avait gagné. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais lire vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous y retrouverai.